Donc, caravaner, voyager et agir. Juste rapidement, deux mots, voyager et agir. On les a choisis vraiment en réfléchissant beaucoup. Voyager, ça vous le savez, mais on essaie de le faire particulièrement bien. Agir, ça veut dire qu'on prend la peine de réfléchir à notre impact, notamment sur l'environnement, mais aussi sur les populations que l'on visite. Et donc, nous sommes membres du très fiers membre du 1% pour la planète. Ça veut dire que nous remettons 1%, mais dans notre cas, c'est plus que 1%, de notre chiffre d'affaires sur des actions environnementales. Nous compensons l'émission de gaz à effet de serre depuis de nombreuses années via Planétaire. Bien sûr, on applique les principes Centras et il y a d'autres actions que nous menons. On ne fera pas une conférence juste là-dessus ce midi, mais c'est pour dire qu'on essaie de prendre soin de la planète, d'encourager les autres à faire de même, que ce soit au niveau individuel ou au niveau du tourisme en général. Et on fait de très beaux voyages. Et ça, on en est très fiers. Ce midi, j'ouvre le bal avec une destination qui me tient particulièrement à cœur, le Pays Basque, parce que c'est de là où je viens. Alors, je vous emmène en fait dans une terre de montagnes, mais attention, ce sont des montagnes habitées depuis des siècles, voire des millénaires. Donc là, on a une partie des Pyrénées, et ici, vous voyez, en fait, il y a une petite cabane de berger. Et donc, ça va être un petit peu, l'ambiance de tout le voyage, c'est de voir comment ces montagnes sont habitées à travers toutes nos randonnées. C'est 11 jours de randonnée quand même, certaines courtes, certaines un peu plus longues. Et donc, on va croiser, alors je ne fais pas la liste exhaustive, mais on va croiser des brebis, on va croiser des potiocs, que vous voyez ici, ces petits chevaux semi-sauvages, on va croiser des vaches, et on va croiser aussi du raisin, parce que donc, on va voir bien sûr toute l'activité pastorale qui façonne la montagne, mais aussi toute l'activité agricole et viticole, parce qu'on va être dans une région productrice de vin et une région où on mange très bien et beaucoup, et je vous en parle un petit peu plus tard. Donc ici, les vignes. Alors, qu'on soit bien d'accord, on dit le Pays Basque. Ça n'a rien à voir avec les Pays-Bas, ne m'offensez pas. Et donc, le Pays Basque, c'est un territoire qui est à cheval sur les Pyrénées. Ici, grosso modo, vous avez les Pyrénées, donc à cheval sur la France et l'Espagne. 3 petites provinces basques en France, 4 grandes provinces sur ce qu'on appelle le côté sud, donc côté espagnol. Parce qu'on ne parle pas vraiment de France et d'Espagne, on parle du côté sud et du côté nord. Il y a une grande fierté. C'est un pays, entre guillemets, qui réclamait son indépendance, mais l'action armée est terminée. Sur une carte dont la résolution n'est pas très bonne, et je m'en excuse, les 3 provinces françaises sont ici en jaune, en orange et en rose. On triche un peu dans le voyage. On commence juste à côté, la vallée d'à côté. On commence dans le Béarn et ici dans la vallée d'Aspe pour les 3 premiers jours. Ensuite, on va aller à Saint-Jean-Pied-de-Port, que vous connaissez peut-être parce que c'est une des étapes, en tout cas, un des points d'arrêt absolument mythiques du chemin de Compostelle avant la traversée des Pyrénées. Donc, Saint-Jean-Pied-de-Port ici. Et on va jouer un pied de chaque côté avec la frontière pendant plusieurs jours jusqu'à arriver ici dans le village de Bidaret. On prendra une pause pour visiter la très jolie ville de Bayonne et on sort un petit peu de la carte ici pour aller voir en fait, le côté océan Atlantique, marcher au-dessus de l'océan en fait, dans la baie de Saint-Sébastien, côté espagnol. Donc ça, c'est en résumé sur les 2 semaines de voyage. Le Béarn, je vous disais, on triche un peu, on n'est pas au Pays Basque, mais s'il n'y a pas de Béarnais qui m'écoute, je peux oser dire que les Béarnais sont des Basques qui s'ignorent. Ils ont oublié qu'ils étaient Basques dans l'âme. L'architecture est différente. Le basque n'est pas parlé au Béarn, mais l'accueil, l'esprit, ça veut dire qu'il n'y a pas de camping, on dort dans des hôtels, des petits hôtels ou des auberges charmants, il y a une douche chaude à tous les soirs, on mange très bien, on a le temps de prendre l'apéritif en terrasse quand la météo s'y prête. Et donc on commence vraiment, l'idée c'est de partir des sommets des Pyrénées pour aller mettre les pieds dans l'océan Atlantique à la fin. Donc on commence par 3 journées dans le Béarn avec des sommets à plus de 2500 mètres d'altitude. C'est vraiment 3 journées les pieds dans le pastoralisme. Donc là, vous voyez une cabane de berger qui est occupée tout l'été. Toutes les cabanes de berger, ou presque, sont encore occupées.
des vaches, des brebis essentiellement qui pâturent et qui font qu'il y a des forêts, mais il y a aussi beaucoup de prairies parce que les forêts ne peuvent pas s'installer à cause de l'activité pastorale. Vous le verrez, pas sur la conférence, mais sur le voyage, quand on marche en Espagne, juste côté espagnol, il y a beaucoup plus de forêts parce que ça fait plus de 100 ans qu'ils ont réduit, voire arrêté les troupeaux en montagne avec les bergers. Donc, 3 premières journées de marche, celle-ci, elle est magnifique, elle est impressionnante, mais pas du tout vertigineuse. En fait, c'est un voyage où on peut aller avec le vertige, aucun problème. Donc 3 premières journées de marche, avant de rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une étape mythique du chemin de Compostelle qu'on va emprunter sur une petite partie pour aller jusqu'à Roncevaux pour voir ce que c'est. On empruntera aussi certaines journées quelques petites parties du GR10 qui est le chemin qui traverse, qui longe en fait, qui traverse toutes les Pyrénées entre l'Est et l'Ouest de la mer Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. On en fera certains tronçons les plus beaux et c'est très peu, c'est quand même très peu fréquenté. On n'a pas choisi les endroits où il y a tout le monde. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, architecture typique du Pays Basque, très joli village. On va y passer 2 nuits. Dans tout le voyage, quasiment, il y a peut-être une fois, peut-être 2 fois, où on passe juste une seule nuit dans un hébergement. Sinon, on dort systématiquement au moins 2 nuits, voire 3 nuits. Comme ça permet de ne pas être toujours toujours à la course en train de refaire les sacs. On veut pouvoir le prendre un peu cool. Donc, on le prend un peu cool, on en profite pour visiter les vignobles d'Irouléguy. Visiter, ça comprend le mot déguster, faire la sieste aussi éventuellement. Donc, soit on visitera le cave, soit on visitera les vignes. Voilà, donc une belle journée. Et sur les 11 jours de marche, on va passer donc, des gros hauts sommets dont je vous parlais tout à l'heure, sur des montagnes qui sont à 800, 900 mètres d'altitude, un petit peu plus basses et toujours très sauvages. Voilà, comme on voit ici. J'en profite, vous voyez les nuages, c'est quasiment impossible. Vous remarquerez, c'est très vert. Ce n'est pas pour rien. C'est quasiment impossible d'avoir un voyage de 2 semaines sans avoir au moins 1 heure de pluie à un moment donné. Dans la liste d'équipements que l'on vous fournit, il y a toujours une veste Gore-Tex, éventuellement un poncho ou un pantalon de pluie. Ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir pendant 2 semaines, pas du tout, loin de là, mais c'est sûr qu'on risque d'avoir un peu de pluie. Vous voyez, c'est très vert. C'est habité un petit peu partout, sauf dans les plus hautes montagnes, ce qui rend les paysages absolument charmants. Donc, on va passer dans des petits villages et on va y voir la vie des villages. Et la vie des villages, ça passe notamment par la pelote basque. Ici, c'était des juniors qui jouaient un match acharné, une partie de pelote, donc, qui est le sport typique avec le rugby et le surf. C'est vraiment les 3 sports qui se pratiquent le plus au Pays Basque. Ça se joue contre un fronton, un mur à gauche, un trinquet, d'autres types, un hayalay, c'est différents types de terrains. Vous allez tout voir sur place. Vous pourrez peut-être jouer aussi si ça vous intéresse. La mer nue, c'est ce qui fait le plus mal. La chistera, c'est ce qui est le plus connu, c'est le grand gant. Bref, vous verrez ça sur place. Voilà pour la partie vraiment dans les terres. Ensuite, on va visiter la très jolie ville de Bayonne. Ça permet de prendre une pause parce qu'il y a quand même 11 jours de marche. C'est un niveau 2, c'est vraiment un niveau 2, des journées de 5-6 heures de marche. Peut-être une journée ou 2 un petit peu plus longue, un petit peu plus exigeante. Mais sinon, c'est en moyenne du 800 mètres de dénivelé, 5-6 heures de marche, 14-15 km. Parfois un tout petit peu plus, certaines journées un tout petit peu moins aussi. Ça permet d'avoir des moments de repos, puis c'est aussi possible de prendre des journées off. Après avoir visité Bayonne, donc là on passe sur la côte atlantique avec des formations rocheuses différentes, des chevaux en liberté quand même, et ça nous permet de mettre les pieds dans l'eau. On a 3 jours pour marcher donc sur ce littoral, des parties de plage, parfois du sable fin, parfois des galets et parfois des falaises, ou des petites falaises comme ici. Donc ça, c'est pour vraiment l'ambiance de marche. Vous voyez, là, c'était des photos qui ont été prises en septembre cette année. On était en short.
Le prochain départ qui est en juin, c'est sûr qu'on va être en short aussi la plupart du temps et en manche courte la plupart du temps aussi. On mange très bien. Alors là, exemple de pique-nique, c'est le guide qui prépare les pique-niques. On se régale au Pays Basque. On a une variété incroyable de repas qu'on peut faire. Donc, le problème de ce voyage, je vous dirais, c'est qu'on mange trop. Heureusement qu'on marche, parce qu'on a un peu l'impression de faire que manger. À vous de réguler votre appétit aussi, mais c'est délicieux. Ça ne va jamais être redondant sur 2 semaines. Vous n'avez pas le temps de découvrir toutes les spécialités. Et d'autant plus que sur la partie espagnole, quand on va être à San Sébastien, ce ne sont pas des tapas, ça s'appelle des pinchos, l'équivalent basque des tapas. Et on se régale. C'est d'une créativité folle, c'est délicieux, c'est pas très cher, c'est vraiment très bon et on boit bien aussi. Voilà, donc une dernière ambiance de pique-nique. Donc j'ai été peut-être trop rapide, je sais pas, j'ai pas l'heure sous les yeux parce que je sais que tout le monde doit retourner au travail après, puis que Richard va parler de la Crète par la suite. Donc, juste pour résumer, le Pays Basque, le prochain départ, c'est le 11 juin. Ce départ, j'ai peut-être encore de la place pour 1 ou 2 couples, mais pour des personnes qui voyagent toutes seules ou en duo, donc pas dans le même lit en fait, faut qu'on s'en parle, je ne suis pas certaine. Si je vois que je déborde, mais qu'il y a plein de gens qui sont intéressés pour l'automne, en été, la météo serait belle, mais il y a trop de monde. Donc, si pour septembre, il y a du monde qui serait intéressé, ben, contactez-moi, on pourrait rajouter une date. Mais j'attends que ça déborde, que le premier groupe déborde. Peut-être qu'on va rajouter une date pour septembre, si les guides sont disponibles. Je n'ai pas dit de mots sur les guides. C'est un de mes cousins qui guide pour juin, ça va être Antion, natif du Pays Basque, grand voyageur, fan de montagne, avec l'accent en prime, vous le découvrirez sur place. Je vois qu'il y a une question, je vais arrêter le partage de mon écran. Et j'ai vu qu'il y avait une question. Non, c'était un pouce, pas de question pour le Pays Basque. Vous pouvez commencer à en poser. Là, Richard va vous parler de la deuxième destination. Super. Et on a déjà une première personne intéressée pour septembre, Kim Chilou. Écrivez-moi en direct. Je suis disponible tous les matins. Comme ça, on pourra regarder quelle date serait la mieux pour vous et voir si on a des places dans les hébergements à ces dates-là. Richard, je me tais et je te laisse parler. Bon, tu vois bien la carte de la Méditerranée, c'est bon? Ouais, OK. Donc, c'est intéressant, Julie, mais c'est sûr que les Pays Basques, c'est pas la Crète quand même. Puis, bon, on a des blagues comme ça à l'interne quand même. Ça fait sympathique. J'aime bien, surtout quand j'ai pas trop de temps, vous parler plus de l'histoire d'un circuit. C'est-à-dire pourquoi on a ce circuit-là, pourquoi on va en Crète, puis pourquoi on fait précisément ce circuit-là. Plus que de vous dire les noms des endroits où on va, ça, si j'avais 1 heure, ça me ferait plaisir, mais rapidement, pour la petite histoire, moi, quand j'étais au secondaire, j'étais particulièrement bon en histoire et puis j'ai encore des flashs de la Méditerranée, l'Empire romain, les Grecs, l'Égypte et tout ça. Et au début de Caravanier, moi, je ne me suis pas présenté, là, c'est Richard Rémy. J'ai fondé Caravanier il y a 25 ans, dans quelques jours. Et donc, ça me tentait d'aller faire un tour en Méditerranée. Il y a 25 ans, la Corse était quand même connue, mais moi, il y avait cette île-là qui m'intriguait particulièrement parce que je savais qu'au niveau historique, la Crète, c'est proche de l'Égypte. Évidemment, c'est proche d'une île grecque, mais tout le monde est passé par la Crète. Or, l'histoire, c'est intéressant, mais Caravanier, même si on s'intéresse toujours à l'histoire dans nos voyages, ce sont d'abord des voyages de randonnée et ou de kayak. Fait qu'on est allé voir dans ce coin-là, puis on a trouvé quelque chose d'absolument fantastique. Alors, je vais juste changer mes diapos rapidement, comme ça. Donc, ouais, un petit clin d'œil à Astérix en passant. C'est pas vraiment un titre, hein, mais c'est mer, montagne, histoire et gastronomie. C'est plus une description des 3-4 points forts du voyage.
Vous allez vraiment dans ce voyage-là passer la moitié du temps sur le bord de la mer, la moitié du temps en montagne. De l'histoire, il y en a évidemment, il y en a plus dans les villes, à Ania et tout ça, et vers la fin aussi. On marche sur des chemins romains et tout, là, mais vous n'êtes pas, c'est pas des visites de musée, on s'entend. Vous n'êtes pas à Athènes, si ça vous tente d'aller voir le Parthénon à Athènes, ça vaut la peine, c'est formidable. Puis gastronomie, si vous n'aimez pas la bouffe en Crète, désolé, mais là, vous avez besoin d'aide, puis moi, je ne pourrais pas vous aider. Donc, bon, ça, c'est une autre image. Je vais vous dire, il y en a, là, il y a quelque chose comme 35 personnes qui assistent à la conférence. On ne vous voit pas. Je pense qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui ont déjà fait des voyages avec nous. Il y en a peut-être qui sont déjà allés en Crète, puis ils veulent voir Pays Basque et tout. Moi, ce que je vous dirais, c'est que la Crète, ça a été le premier voyage de ce type-là. Est-ce que c'est le premier en Europe? Peut-être, mais du type, ce qu'on appelle Dolce Vita, c'est-à-dire c'est des sacrées bonnes marches la journée, 5, 6, 7 heures, voire même, mais c'est tellement confortable et on mange tellement bien que, si on peut dire, les difficultés physiques de la journée sont rapidement réparées, à moins qu'on prenne trop de vin. Donc, c'est le premier voyage et je vous dirais que c'est encore le voyage de référence, c'est-à-dire que quand on conçoit un nouveau circuit, et moi, si je forme des guides et des nouvelles personnes chez Caravanier, je prends la Crète en référence parce que c'est un voyage où vous allez partir de Ania. Vous voyez ici la Canée ou Ania, c'est vénitien. Hein? Donc, et on va traverser l'île ici en véhicule. On va se rendre ici à Sfakia. Et à partir de là, pendant 12 jours, on ne prendra aucun véhicule. On va marcher, on va monter, on va descendre et tout. Donc, vous n'embarquerez pas dans un véhicule, sauf peut-être une boîte de pick-up à un moment donné pour nous sauver de 1 heure de marche parce que la journée est déjà longue. Mais sinon, c'est tout. Alors, donc, le début du voyage se passe dans ce qui est, sans l'ombre d'un doute, la ville la plus intéressante de la Crète, c'est Ania. Où tout le monde est passé. Il y a de l'histoire là, de 5000 ans avant Jésus-Christ, les Minoens, les Mycéniens, après ça, les Romains, les Grecs, les Byzantins, tout le monde est passé là. On est capable de voir des vestiges. Pour moi, c'est une des petites villes, et je dirais dans le monde, les plus agréables. Il y a peut-être 70 000 personnes, donc c'est quand même une vraie ville. Il y a beaucoup de tourisme, mais c'est pas Venise. Bien sûr, mais ça donne un dynamisme à la ville. On mange évidemment merveilleusement bien. On est sur le bord de la mer, comme vous voyez. Le vieux port est extrêmement agréable. Moi, j'arrive toujours 3-4 jours avant là, juste pour le fun d'être à Ania. Donc, on est en Grèce, bien sûr. Les Grecs vous diraient que la Crète, c'est la campagne de la Grèce, et les Crétois vous diraient que la campagne de la Crète, ce sont les Lefkaris, donc les montagnes blanches où on s'en va. Alors là, vous avez une idée c'est tout à fait le départ de la randonnée. Hein? Ça fait 10 minutes qu'on marche là, quand j'ai pris cette photo-là. Donc, on commence sur le bord de la mer. L'eau, elle est magnifique, bien sûr. On marche quelquefois un peu en corniche comme ça. Vous inquiétez pas, c'est pas difficile. Petit village, en fait, je dis petit village, dans les faits, c'est un des plus gros du voyage où on va aller souper un soir, mais moi, je préfère encore les endroits plus reculés pour aller manger, où on est encore plus chez les gens. Donc, à 30 minutes de marche de Loutreau, il y a ce petit, c'est même pas un village, hein, ça s'appelle Phoenikas, qui était très important à l'époque des Romains parce que c'est une baie protégée. Mais nous, on est dans le petit hôtel que vous voyez ici, puis ça, c'est le restaurant. Donc, on va passer, la particularité aussi des Dolce Vita comme ça, c'est qu'on passe 2 voire 3 nuits au moins au même endroit. Donc, vous arrivez, vos bagages, ils sont transportés. Dans ce cas-ci, c'est souvent en bateau. Donc, les bagages, vous arrivez à l'hôtel, vos bagages sont là. Donc, vous pouvez vous installer pour au moins 2 nuits, voire même 3 nuits à un endroit. Et donc, ça permet aussi, s'il y a des gens qui veulent, de rester sur place 2 nuits. L'endroit le plus qui va marquer le plus les esprits, j'en ai aucun doute, c'est ce que nous, on appelle
encore affectueusement la bergerie parce que la première fois que j'y suis allé, il y a peut-être 23 ans, on habitait dans une bergerie, c'était une espèce de dortoir, il y avait une toilette dehors, puis il y avait des fois une douche. Maintenant, Anne-Denis, avec qui on travaille, a construit 5 ou 6 petites maisons. Donc, si on a un groupe de 12, on a l'endroit pour nous tout seuls. Alors, on a chacun une chambre dans il y a 5 maisons comme ça, donc vous pouvez être 2 ou 3 par chambre. Chaque chambre a sa toilette et tout, avec l'endroit où on va manger. On est en montagne, à 15 minutes de marche de là, on a une magnifique vue sur la mer et on est, Andonis, c'est pas son métier, ce n'est pas de tenir, je ne sais pas pourquoi mon diaporama, il revient comme ça. Bon, voilà l'espèce c'est la salle à manger, hein, donc on mange dehors ou en dedans si c'est un peu plus frais. Et Andonis, qui est maintenant un grand ami quand même, mais c'est d'abord et avant tout un berger. Donc, ce que vous allez manger chez lui, comme en grande partie un peu partout, ça va être le miel de la place, ça va être ses agneaux, ça va être son fromage, son yogourt. Alors, il fait tout lui-même. Puis, le tourisme et son revenu d'appoint. Fait que je mets ça pour le cliché de la salade grecque, mais en Crète, c'est tellement, tellement plus que ça. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, peut-être qu'il y a un problème, par exemple, parce que les Crétois consomment presque 1 litre d'huile d'olive par personne, par semaine. Donc, c'est 45 litres la consommation. C'est pour ça qu'ils sont en super santé aussi. Bref, il y a beaucoup d'huile d'olive dans ce qu'on mange là-bas. Alors, ça vous donne un peu une idée du type de randonnée. Là, on est clairement en montagne, on redescend. On peut se baigner encore plus à l'automne qu'au printemps, mais on peut facilement se baigner au printemps. Quand je dis plus à l'automne, c'est que l'eau est plus chaude. Par contre, il y a plus de monde. On n'est pas dans des endroits hyper touristiques. La raison, c'est que les plages sont principalement des plages de galets. Donc, il n'y a pas plein d'hôtels qui se sont développés et qu'il n'y a pas de route pour s'y rendre. Ça, c'est évidemment, ça. Tous nos voyages, vous n'avez pas le choix de nous parler. Alors, de vous inscrire. Alors, si les gens pensent que c'est une marche au Mont-Saint-Bruno ou à la CEPAC avec des trottoirs, vous allez trouver quelque chose de franchement différent parce que la Crète, c'est quand même il y a quand même une certaine une exigence technique à la randonnée. C'est beaucoup de cailloux. Évidemment, on ne parle pas de randonnée. Il fait jamais froid. À la limite, il fait chaud. Il peut même faire très chaud. Ceci dit, c'est sec. Et on va moduler les journées selon la température si nécessaire. C'est-à-dire que s'il fait vraiment chaud, c'est-à-dire 32, 33 dans ce coin-là, ben, si on est en montagne, c'est pas un problème, il fait pas chaud. Mais si on est sur le bord de la mer, ben, peut-être qu'entre midi puis 3h30, on va rester sur le bord de la mer, on se baigne, puis on finira notre journée de 3h30 à 7h. Hein. De toute façon, là-bas, si on mange, si on commence à manger à 8h30, il a fallu quasiment que je réveille le chef. Là. Donc, en Grèce, les gens mangent tard. Bon, pourquoi mon diaporama fait ça? Je ne sais pas. Mais ça vous donne quand même une idée générale du type de paysage. J'ai vraiment un problème avec mes diapos. Désolé. Et c'est aussi un pays de gorges. Hein. Il y a une centaine de gorges, la plus connue étant la gorge de Samaria. S'il y en a qui connaissaient Caravani, vous savez que j'ai la tête dure à ne pas vouloir faire comme tout le monde. Pas pour le principe de ne pas faire comme tout le monde, parce que des fois, il y a des choses magnifiques. Je parlais du Machu Picchu, des endroits comme ça, ou le Kilimandjaro, mais je ne veux pas être dans la foule. Pour moi, ça brise la magie d'un endroit, d'un moment. Donc, dans le cas de la gorge de Samaria, on va monter la gorge au lieu de la descendre. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein, entre 1000 et 1500 personnes par jour qui descendent la gorge. Donc, nous, on va coucher dans un village au bas de la gorge. On va partir le matin jusqu'à 11 heures, vous ne verrez pas personne. Vers 11 h, 11 h 30, vous allez commencer à voir des gens. Nous, on va se tasser, on va dîner. On va laisser passer la foule, puis après, on va continuer. C'est une longue journée, c'est une vingtaine de kilomètres avec plus de 1000 mètres d'ascension.
On l'a toujours fait, ça se fait bien. Si je vous dis des chiffres comme ça, des fois, vous dites, ah, c'est difficile. Pour la première fois, j'ai été obligé de la descendre cette année, en tout cas un concours de circonstances. J'étais même pas avec un groupe, hein, j'étais tout seul. J'ai trouvé ça beaucoup plus difficile de descendre la gorge que la montée. Si vous êtes dans une forme physique raisonnable, et il faut l'être pour voyager avec Caravanier. Et encore une fois, je relativise les choses en fonction du niveau. Monter la gorge de Samaria, c'est plus facile que la descente. Image de bergerie, différents hébergements, église de Saint-Paul. Ceux qui connaissaient la religion savaient que Saint-Paul est probablement plus important que Jésus dans l'histoire dans le christianisme. Hein. Sans Saint-Paul, Jésus, on l'aurait complètement oublié. Donc, il y a des histoires à raconter avec ça, bien sûr. Il y a quelques années, donc ce voyage-là, on le fait depuis Caravanier a 25 ans, donc ça doit faire 23 ans qu'on le fait. J'oserais vous qualifier le circuit en crête de parfait. C'est un grand terme, mais c'est-à-dire que moi, mon plaisir, je l'ai guidé souvent, puis je refais les circuits, c'est de toujours challenger les circuits. Tiens, il y a un avant-midi moins le fun. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La crête, ça fait 10 ans que ça n'a pas bougé. On a modifié des choses. On passe 3 nuits à la bergerie, par exemple, parce que les gens aimaient tellement ça, cet endroit-là, qu'on a décidé de s'arrêter 3 nuits à cet endroit-là. Donc, et pour moi le grand plaisir d'être pendant une douzaine de jours sans embarquer dans un véhicule, c'est un grand, grand privilège. Ça nous arrive pas, même moi comme guide, ça m'arrive pas si souvent. Donc, c'est vraiment un circuit qui est très, très au point. Les gens l'aiment beaucoup. Il y a quelques années, Caravanier, depuis le début, Caravanier, on fait des voyages de kayak de mer aussi. Et on s'est dit, ben là, on est à une place qu'on connaît très bien. Ne pourrait-on pas offrir une variante qui nous permet de faire du kayak? Alors, oui, la réponse c'est oui. On a évidemment fait un repérage, mais on va dans la même région essentiellement. Pourquoi? Parce que, c'est la plus belle, la plus sauvage, et c'est aussi la plus abritée pour les vents. Et quand on fait du kayak, et en Méditerranée où les vents peuvent être quand même assez puissants, il faut toujours avoir des alternatives. On ne va pas aller sur la mer si c'est dangereux. Donc, il faut quand même marcher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part en kayak. On a quelque chose comme 5 jours de kayak, 5-6 jours de randonnée, mais c'est modulable selon la météo parce qu'on va aller dormir aux mêmes endroits. Je précise que c'est un voyage, c'est pas un voyage, appelez-nous hein, si ça vous intéresse, on vous expliquera un peu plus en détail la technicalité de la chose, mais les kayaks qu'on utilise sont des super kayaks de mer. Comme vous voyez ici, ils sont sit on top. Ce que ça veut dire, c'est que c'est beaucoup plus facile, ceux qui font assez de kayak, d'arriver sur une plage s'il y a des bonnes vagues, puis ça nous permet de débarquer du kayak sans risquer de se péter la gueule dans une vague qui casse. Ça nous permet aussi de nous baigner facilement sans avoir de technique pour rentrer dans le kayak, parce que rentrer dans un vrai kayak de mer avec un îloir, ça demande une certaine technique. C'est donc plus sécuritaire, plus festif, et justement, ça nous permet de faire ce qu'on veut. Si la météo est pas bonne, il y a des traversiers, on met les kayaks sur les traversiers, puis on s'en va marcher un endroit. Donc, comme on connaît franchement très bien la place, puis les gens avec qui on travaille sont très compréhensifs pour nous aider dans les hébergements avec les vents contraires, aller porter le kayak à une place s'il faut. Donc, c'est vraiment un voyage où vous allez goûter au meilleur des deux mondes. Petite terrasse, bien sûr, qu'on ne manquera pas de fréquenter tous les soirs, c'est sûr. Il y a toujours un apéro, toujours un super souper. Hein, comme je vous dis, c'est c'est vraiment Dolce Vita avec des bonnes journées de marche. Le kayak, encore plus que la randonnée, nous permet de rejoindre vraiment des petites criques comme ça, où là, on est franchement tout seul pour se baigner. Alors, encore plus. Ça, c'est un voyage, je vous parle des dates tout à l'heure, mais vous voyez ici, ça vous donne une idée. Il appelle ça, là-bas, les endroits où on va manger, ils appellent ça les tavernes. Les restaurants, c'est des choses chics, mais les tavernes, c'est des choses plus familiales. À l'endroit où on va, sur le bord de la mer,
comme ça, ce sont des tavernes. Il n'y a pas des restaurants chics. Si je devais me recycler en aubergiste un jour, je pense que c'est cet endroit-là que j'achèterais sur un petit promontoire rocheux de marbre, ça s'appelle Marmara, où il y a une magnifique, très petite plage, comme vous voyez là, qui est encaissée. Ici, à l'intérieur, il y a des grottes. Donc, en kayak, on peut aller à l'intérieur des grottes, on peut nager à l'intérieur des grottes. L'eau est d'un bleu incroyable. C'est la même, une autre perspective, la petite église orthodoxe. Là-bas, c'est orthodoxe. Donc, on rajoute sur l'histoire et tout. Fait que vous voyez un peu, ce que j'aime bien du voyage en kayak, c'est ce point de vue-là aussi différent sur la terre. C'est-à-dire qu'on est de la mer, puis on voit les montagnes, qui, soit dit en passant, il y a une vingtaine de sommets de plus de 2200 mètres. 2200 mètres à partir du niveau de la mer, c'est un sacré dénivelé. Voilà pour moi, mais je vous passe rapidement. Tu sais, des fois, si vous dites ah, la raquette, c'est le fun, hein, tu sais. Et la crête, là, il y a plein de neige. Si vous y allez là, au mois de mai, de nos départs, il y en a un fin avril, il y en a un au mois de mai, vous allez encore voir pas mal de neige dans les montagnes. Il tombe 2 à 3 mètres de neige sur le plateau d'Omalos. Donc, on a un circuit aussi l'hiver dans une ambiance complètement différente, mais où on va marcher sur le bord de la mer. Il fait 20 degrés, puis la journée d'après, on va être en raquette dans les montagnes. Donc, voilà pour moi. J'arrête mon partage d'écran et je vous fais juste un petit résumé. Julie, tu me confirmeras, mais on a 2 départs au printemps, on a 2 départs à l'automne. Au printemps, il y en a le premier fin avril, il reste encore de la place. L'autre, il reste peut-être une place ou 2, mais dépêchez-vous si celui qui vous intéresse. À l'automne, on a déjà un circuit presque complet, un autre qui est ouvert. Mais ce qu'on sait, par exemple, de nos années qui précèdent la pandémie, c'est qu'on avait 4 groupes complets par année. Et là, cette année, vraiment, là, on sent que les gens veulent voyager. Donc, à prévoir que les groupes vont être complets quand même assez rapidement. Mais là, il reste de la place sur certaines dates. Alors, vous appelez, vous envoyez un mail, Julie va vous répondre. Et puis, j'insiste, hein, vous nous appelez, on va vous parler du circuit. C'est un bon circuit si ça vous tente de commencer à faire ce type de voyage-là, mais ne les prenez pas à la légère, les circuits. Ce n'est pas 2-3 heures de marche, ce ne sont pas des circuits exotiques où on va marcher 1 heure ou 2 de temps en temps. Non, à tous les jours, vous allez marcher. Alors, il faut un bon niveau de forme physique et puis on va vous aider à vous préparer. Il y a quelques questions. Quel est l'écart de température fin septembre, début octobre? Là, je suppose que c'est pour la crête. Il n'y a pas une énorme différence de température. On va parler de 25-30 sur le bord de la mer entre 15-16 et 20-25 en montagne. Les grosses différences, entre guillemets, c'est l'eau est plus chaude à l'automne. Donc, on peut rester vraiment dans l'eau très longtemps. Au printemps, je vais même suggérer aux gens d'apporter un petit wetsuit. Au printemps, l'avantage, par contre, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. Même si on n'est pas sur des sentiers très fréquentés, il y a quand même moins de monde et il y a beaucoup de fleurs, particulièrement des lauriers roses, et ça donne une couleur à la montagne magnifique, ce qu'il n'y a pas à l'automne. Dans les 2 cas, il y a du thym, du romarin, de la sauge. Hein, on s'enfarge, on tombe, tu sais, notre bâton de marche accroche, puis tout d'un coup, ça sent bon. Ah, tiens, c'est du thym qu'il y a ici. Vous n'avez pas ça dans les Pays Basques, hein, Julie? La température en juin en Crète. Oui, il va faire un peu plus chaud. On a choisi cette date-là parce que les vents diminuent, donc pour le voyage en kayak. Et comme on est sur l'eau, ben, même s'il fait chaud, on peut se baigner beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette date-là. Quelle est la meilleure période de l'année pour y aller? Il n'y en a pas. Si vous aimez, ben c'est clairement avril-mai, juin à cause des vents pour le kayak. Et après ça, on parle de septembre-octobre, c'est clair. Puis comme je vous dis, les différences, c'est les fleurs au printemps, mais l'eau pour se baigner. Tu sais, si vous êtes vraiment des baigneurs invétérés, ben vous êtes un peu mieux d'y aller en septembre-octobre. Sinon, les deux sont magnifiques. Bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. J'en profite pour préciser que nous, on aura des cerises à cueillir sur les cerisiers pendant les randonnées en juin. Et du raisin à cueillir sur la vigne en septembre, au Pays Basque. Ouais, mais bon, là,
orange, citron, des olives, pas si mal. Hein. En Crète, il y a des pas pires olives. Ouais, Ah, non, en France, on mange pas si mal quand même, si on cherche. Oui, mais là, tu n'es pas en France, tu es au Pays Basque. Ah, ben c'est vrai, c'est pas la même chose. OK. Ah, et c'est encore meilleur. Dans tous les cas, on se régale. Marie qui nous dit un rendez-vous pour discuter avec plaisir. Et il faut juste qu'on se contacte, on va trouver une plage horaire pour tout le monde. Notre Richard qui demande en Crète combien de temps les sorties de kayak. Le kayak, c'est extrêmement influencé par le vent. C'est-à-dire que si vous avez un vent de dos, on va pagayer hein, à 8, 9, 10 km/h. Si on a un vent de face, ça va ressembler à 2 km/h. Ce qui fait qu'on peut un peu moduler les journées, mais on a prévu vraiment. On sait que ça va pas, c'est pas vous n'allez pas être des experts de kayak. Et si vous l'êtes, ben, tant mieux, mais sachez que ce n'est pas un voyage pour des kayakistes aguerris. Donc, je vous dirais qu'on va essayer, c'est-à-dire on va faire plus qu'essayer de faire 3/4, 2/3, 3/4 du trajet le matin parce qu'il vente moins. Quitte même des fois à se lever assez tôt puis dire écoute, on va finir ça puis dans l'après-midi. Donc, je vous dirais 4-5 heures de kayak, une journée peut-être 5-6. Évidemment, coupé d'arrêt là, pour dîner, voilà. Il y a Gabriel qui lève la main, mais ça, nous autres, ça ne nous dit rien. Tapez votre, Ouais. tapez votre question. Et je précise que la Crète, on offre une version en liberté. Donc, ça veut dire que vous formez votre groupe à partir de 2 personnes, donc un duo ou plus. Vous choisissez vos dates, tant que ce n'est pas en plein été, ni en plein hiver. Et nous, on organise toute la logistique, le fait que les bagages vous suivent, on vous remet tout un document, tout est réservé, les hébergements et tout ça sur place. Par contre, les disponibilités se font de plus en plus rares pour certains des hébergements clés. Donc, si c'est pour le printemps et même pour l'automne 2023, il ne faut pas tarder et je ne vous promets pas qu'il y ait qu'on puisse le faire, en fait, même pour l'automne, à certaines dates. Donc, voilà. D'où l'idée de venir avec nous autres, avec un guide et tout. C'est ça. C'est ça. Tout est déjà pré-réservé pour les groupes, donc il reste de la place. Mais je pense qu'on a fait le tour des questions. On vous remercie. On espère que vous avez bien mangé, que vous avez apprécié ça. Contactez-nous si vous avez d'autres questions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de 3 autres destinations à retrouver dans l'onglet conférences du site Caravanier. Tu te souviens plus c'est lesquels? Il y a la Grèce Il y a la continentale. Grèce, Ouais. le Portugal, qui est un nouveau voyage. OK. Non, ça, on en a déjà parlé. Voilà, je ne sais plus. On pourrait reparler du Monténégro. Ah, et si la Crète puis les Pays Basques ne fit pas dans l'affaire, regardez le Monténégro. Super Oui. nouvelle destination, vraiment super. Mercredi prochain, la Grèce et la Norvège. Ah, La OK. Norvège, dont on n'a pas encore parlé. Donc, la Grèce continentale et la Norvège. Voilà. Bye bye. Bye, bonne journée.